On a tous en tête les images du zouave du pont de l'Alma avec de l'eau jusqu'aux genoux. À Paris, depuis le début des années 1900, il sert de vigie quand la Seine sort de son lit. Mais depuis les intempéries de 2016 et 2018, il a gardé les mollets au sec. Mais à l'époque, les dégâts avaient coûté cher. 1,5 milliard d'euros pour la première crue, 200 millions 2 ans plus tard. Et l'addition aurait pu être encore plus élevée si les Grands Lacs, en amont, n'avaient pas rempli leur rôle. Ils sont l'une des armes essentielles de la métropole du Grand Paris pour se défendre contre les inondations. Dans le cadre de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dont elle a la charge. La GEMAPI, c'est une politique qui est mise en place par ceux qui peuvent investir dans des travaux qui sont destinés à limiter les effets des inondations sur les villes concernées. C'est-à-dire, c'est les 2 millions d'habitants qui sont concernés par les inondations, que ce soit sur la Marne, sur la Lyonne, la Seine, le Loing, etc. La taxe GEMAPI que prélève la métropole peut permettre à la métropole d'aider au financement de travaux que Seine-Grand Lac peut organiser avec les élus locaux dans le cadre des maîtrises d'ouvrage de ce qu'on appelle les zones d'expansion des crues et qui sont organisées tout le long de ces fleuves. Alors Seine-Grand Lac a été créé pour ériger ces grands lacs qu'on appelle des lacs réservoirs qui ont une double fonction. À l'hiver et au printemps, ils stockent de l'eau, jusqu'à 800 millions de mètres cubes, pour alimenter en eau la Seine, la Marne pendant la période estivale. Et puis en début d'hiver, en fait, ces lacs sont vides. Et s'il y a une inondation, une crue qui survient sur la Seine, la Marne ou l'Yonne, par exemple, ils peuvent la stocker. Et ça permet de réduire les inondations plus bas, à l'aval, donc à Paris, jusqu'à 70 centimètres. On parle souvent de la crue de 1910. La crue de 1910, il faut imaginer que c'était une hauteur d'eau de 8,60 m à Paris, à Austerlitz. Alors ça ne vous parle pas forcément, 8,60 m, mais les premiers dégâts d'une crue de la Seine à Paris, ils commencent à 6 mètres. Donc avec ces lacs réservoirs et avec des aménagements qui avaient été réalisés au début du XXe siècle, on gagne à peu près 1 mètre. Ce dispositif préventif sera bientôt complété par un cinquième ouvrage pour écrêter les crues, celui de Seine-la-Bassée, pensé pour absorber à lui seul l'équivalent de 10 millions de mètres cubes d'eau. Ce n'est pas, un lac, au sens traditionnel du terme. En fait, c'est ce qu'on appelle un casier. En fait, faut imaginer comme un carré, en fait, constitué de digues de 8 kilomètres de long et en fait, ce casier, on va le remplir à une période bien précise pour pouvoir, stocker, l'eau de la Seine en période de crue. Par ce stockage, on va pouvoir, réduire, les inondations. On s'est aperçu qu'au XXe siècle, ce qu'on appelle le pic de crue à Paris, c'est-à-dire le moment où l'inondation est la plus forte, coïncidait avec le moment où les eaux de l'Yonne étaient les plus fortes. Et donc, en fait, ce que va faire cet ouvrage, c'est que, il est situé juste à l'amont immédiat de là où l'Yonne rejoint la Seine et au moment où la crue de l'Yonne va être à son plus fort, on va pomper très rapidement une grande quantité d'eau, donc 10 millions de mètres cubes en 66 heures, pour finalement vider le niveau de la Seine juste avant que Lyon ne passe. Pendant la crue de 2018, si on avait eu ce casier-là, on estime qu'il aurait eu un bénéfice de l'ordre de 8 à 10 centimètres. Et il peut aller, suivant certaines crues, jusqu'à 15 centimètres. Ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, on estime qu'en dommages moyens évités chaque année, on est à peu près sur 15 millions d'euros. D'autant qu'en cas de grande submersion, l'enveloppe des dégâts a déjà été calculée. Selon les projections, elle pourrait avoisiner les 30 milliards d'euros sur les bâtiments et les réseaux de transport. Si les 4 lacs et le projet de la Bassée sont donc le maillon très en amont, la lutte doit aussi se faire tout au long du cheminement de l'eau. Pour cela, des dispositifs ont été imaginés avec pour ambition d'impliquer les agriculteurs. Des conventions sont même en préparation avec les chambres d'agriculture pour officialiser le procédé. Nous avons pris des dispositions, et c'est une première, avec la Chambre d'agriculture pour permettre de surinonder des champs, contre indemnisation naturellement. Ça veut dire qu'ils acceptent que de l'eau va venir perturber leur récolte pendant un temps, et donc les agriculteurs participent à un travail d'intérêt général dans une situation de crise.
Plus elle peut faire appel aux solutions naturelles, plus la métropole du Grand Paris les sollicite. Objectif, développer les zones d'expansion des crues en proximité des lits des rivières. Le bénéfice est double, non seulement elles réduisent immédiatement les effets des crues, mais elles restaurent aussi les nappes phréatiques. Plus de 550 pourraient à terme voir le jour dans le bassin du Grand Paris. Les zones d'exploitation des crues, la plupart du temps, ce sont des zones naturelles. Et en fait, l'objectif que nous avons à Seine-Grand-Lac, en synergie totale avec la métropole du Grand Paris, c'est d'accompagner toutes les collectivités très locales, ce qu'on appelle des syndicats de rivières ou des agglomérations, qui, dans tout ce bassin, vont mener chacun à leur échelle des projets de restauration ou de création de ces zones d'expansion des crues. C'est-à-dire que parfois, on a par exemple une zone qui, par le passé, débordait naturellement, qui ne déborde plus parce qu'on peut avoir des travaux qui ont été faits sur la rivière et par exemple une rivière pouvait avoir un ancien bras et ce bras-là ne fonctionne plus et on va le remettre en eau et l'eau qui débordera dans ces zones-là sera autant d'eau en moins qu'on retrouvera plus à l'aval. Nous avons plus de 110 projets qui ont été recensés déjà par tous nos partenaires. Et puis, Seine-Grand-Lac, nous intervenons en ingénierie pour accompagner ces collectivités-là. Et avec la métropole du Grand Paris, nous leur apportons également des financements pour que les projets se fassent et se fassent le plus vite possible. Ces solutions où l'eau retrouve son cheminement habituel sont donc privilégiées et c'est la raison pour laquelle la métropole s'attache aussi à renaturer les cours d'eau. Plusieurs projets sont en cours sur le Morбras, le Saussé ou encore la Bièvre. La bonne santé des rivières, c'est aussi le travail du SIAP qui traite les eaux usées avant de les rejeter à la Seine. C'est un des maillons de la chaîne car en cas de crue, il doit empêcher l'eau de remonter par les collecteurs et d'inonder Paris. Pour cela, des ouvrages souterrains jouent le rôle de stock tampon comme à Clichy où un immense bassin sera opérationnel d'ici 2028. Vous avez derrière moi un bassin de stockage alors de grande capacité. Ce bassin fait 70 000 mètres cubes de capacité. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à une trentaine de piscines olympiques. Alors pourquoi on a besoin de cela ? Eh bien, il faut savoir qu'à l'échelle de l'Île-de-France, donc, il y a beaucoup d'eau qui transite dans nos réseaux d'assainissement, environ 2,5 millions de mètres cubes qui transitent. Lorsqu'il pleut, on peut avoir des volumes plus importants parce que nos collecteurs recueillent à la fois les eaux de temps sec, c'est-à-dire les eaux qu'on produit de notre activité quotidienne, mais également les eaux de temps de pluie. Et lorsqu'il pleut, et lorsqu'il pleut beaucoup, les volumes sont trop importants pour être gérés. Et donc on a besoin de transformer la ville en éponge, c'est-à-dire de stocker temporairement les eaux dans ce type d'ouvrage. Une fois l'événement pluvieux passé, ça nous permet de restituer ces eaux dans le réseau pour pouvoir les traiter correctement. C'est-à-dire que les eaux usées, au lieu de retourner tout de suite à la rivière par exemple, elles vont être temporairement en zone tampon dans ces bassins pour éviter par exemple des crues. Tout à fait. Alors, des ouvrages comme ça, il y en a beaucoup. Globalement, à l'échelle de l'Île-de-France, on a environ 3 millions de mètres cubes de capacité de stockage. Et le fait qu'on ait beaucoup d'ouvrages de ce type, alors souvent un peu plus petits, ça permet effectivement de retenir temporairement les eaux lors des événements pluvieux pour éviter de les rendre à la rivière parce qu'elles n'ont pas été dépolluées. Donc on les retient et une fois que l'événement est pluvieux est passé, on les restitue dans les réseaux pour pouvoir les traiter sur nos usines d'épuration et les rendre dépolluées à la rivière. Ça a un rôle majeur aussi en période d'inondation, en période de crue. Ces bassins, ils sont un complément important à tout le dispositif qui est mis en place par les métropoles du Grand Paris. Ce type de site, et notamment le site de Clichy sur lequel on est, c'est une station anti-crue. C'est-à-dire, alors, comment ça fonctionne lorsque la hauteur d'eau de la Seine augmente en cas de crue, notamment en cas de crue importante, il y a un risque de rentrer des eaux dans nos réseaux. Et l'évacuation des eaux usées n'est plus possible. Si on ne fait rien, alors les eaux usées ne sont pas évacuées, elles remontent en ville. Et typiquement, s'agissant de Clichy, on a des risques de remonter des eaux dans des quartiers parisiens, tels que le quartier de Saint-Lazare. L'objectif, c'est d'isoler l'usine avec des portes à flot et de mettre en route des systèmes de pompage qui vont permettre d'évacuer par pompage les eaux usées de nos réseaux d'assainissement pour éviter que les réseaux ne soient un système de propagation des inondations. On a une capacité de pompage de 40 mètres cubes par seconde. Chaque minute, on est capable d'évacuer une piscine olympique. Le dernier rempart, c'est la construction de digues et de murs anti-crues. La métropole en gère 60 km sur les 100 qui défendent le Grand Paris. Combinées, ces actions ont un coût qui s'additionne dans la taxe Gemapi. Pour la métropole du Grand Paris, sur 7 millions d'habitants de la métropole,
La taxe Gemapi est évaluée au coût des travaux qu'on doit faire l'année suivante. On décide donc qu'on veut faire 20 millions de travaux et ça correspond à combien pour vous, pour moi, qui payons la taxe Gemapi. L'an dernier, on avait prévu de faire à peu près 3,5 millions de travaux et c'est une taxe de 0,75 € par habitant, ce qui est ridicule. Cette année, en 2023, c'est de 20 millions d'euros qu'on a décidé de prélever et ça fait 2,75 € par habitant. Et si on monte dans les années qui viennent le produit, on montera la taxe, elle dépassera en aucun cas 10 à 12 € par habitant pour protéger les 2 millions d'habitants concernés. Et ce risque, les générations précédentes avaient l'habitude de vivre avec. En témoignent sur les façades des pavillons, en bord de Marne par exemple, les anneaux pour accrocher les barques.